Je montre la lettre à Bernard qui me laisse décider seul de la marche à suivre. Après mûre réflexion, je lui écris une courte réponse. Je lui dis que je suis désolée d'apprendre sa maladie et que j'espère qu'elle trouvera la paix dans ces derniers mois. Je lui souhaite de l'amour et du soutien de la part de sa famille. Mais je ne propose pas de visite, je ne rouvre pas la porte à une relation. C'est ma façon de rester humaine sans me trahir moi-même. Je peux avoir de la compassion pour sa souffrance sans pardonner ce qu'elle m'a fait. Ces deux sentiments peuvent coexister sans se contredire. Bernard me dit que ma réponse est juste et équilibrée, qu'elle montre ma force de caractère. Je range la lettre dans un tiroir et continue ma vie. Décembre arrive avec ses préparatifs de Noël. Cette année sera notre premier Noël en tant que couple marié, et nous voulons le rendre spécial. Nous invitons toute la famille élargie pour une grande célébration dans notre fermette. L'idée de remplir cette maison de joie, de rire, de traditions familiales me réchauffe le cœur. C'est exactement la vie que je voulais construire. Les semaines précédant Noël sont frénétiques mais merveilleuses. Bernard et moi décorons la maison ensemble, installant un immense sapin dans le salon, accrochant des guirlandes lumineuses partout, créant une atmosphère féerique. Je prépare des biscuits de Noël avec mes petites filles qui viennent passer le week-end, leur rire remplissant la cuisine de bonheur. Ce sont ces moments qui donnent un sens à tout. Le réveillon de Noël est magique. 23 personnes autour de notre grande table, 3 générations réunies, partageant un repas somptueux que nous avons préparé pendant des jours. Les enfants sont excités, les adultes détendus et heureux, l'atmosphère est chaleureuse et aimante. En regardant tous ces visages que j'aime, je réalise à quel point ma vie est riche et complète. Après le dîner, alors que nous sommes tous installés au salon, Lucas propose de montrer la vidéo finale de notre mariage qu'il a enfin terminé. C'est un chef-d'œuvre de montage, capturant parfaitement l'émotion et la joie de cette journée. Tout le monde pleure en la regardant, moi la première. C'est un témoignage visuel de notre triomphe, de notre capacité à trouver le bonheur malgré les obstacles. Minuit sonne et nous échangeons des cadeaux. J'ai offert à Bernard une montre ancienne que je cherchais depuis des mois, sachant qu'il collectionnait les montres vintage. Il m'a offert un collier en or avec un pendentif représentant un olivier, symbole de notre mariage. Quand il l'attache autour de mon cou, ses mains tremblent légèrement et je vois dans ses yeux tout l'amour qu'il a pour moi. La nuit de Noël, allongé dans notre lit, Bernard endormi à mes côtés, je repense à tout j'y ai appuyé sur le bouton « Publier », et j'ai regardé les visages de 3000 personnes se figer d'horreur pendant que les messages secrets de Marguerite s'affichaient sur l'écran géant. Elle est devenue blanche comme un linge, sa bouche s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Et j'ai su que 7 ans de mensonges venaient de s'effondrer en 30 secondes. C'était fini pour elle. Mais laissez-moi revenir en arrière, à l'époque où j'avais 63 ans et où je pensais encore que Marguerite était ma meilleure amie. Nous nous connaissions depuis l'enfance, depuis nos 15 ans, quand nous nous sommes rencontrés au lycée de Toulouse. À l'époque, nous étions inséparables, partageant nos secrets, nos rêves, nos premières histoires d'amour. Les années avaient passé, nous avions vieilli ensemble, traversé mariage, divorce, naissance et deuil. J'avais 63 ans quand tout a commencé à basculer, et Marguerite en avait 65. Nous étions toutes les deux veuves depuis quelques années, nos enfants étaient adultes et installés, et nous avions décidé de profiter de notre retraite ensemble. C'est moi qui ai eu l'idée de rejoindre les réseaux sociaux pour rester en contact avec nos petits-enfants. Marguerite trouvait ça compliqué au début, alors je l'ai aidée à créer son compte, à publier ses premières photos, à comprendre comment tout fonctionnait. Je lui ai montré comment utiliser Facebook, Instagram, comment écrire des messages privés. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de lui donner les outils de ma propre destruction. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des messages étranges de personnes que je ne connaissais pas. Des gens m'accusaient d'avoir dit des choses horribles sur eux, d'avoir volé des idées, d'avoir menti sur ma vie. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'essayais de me défendre, d'expliquer que je n'avais jamais dit ces choses, mais personne ne me croyait. Les preuves étaient là, paraît-il, dans des conversations privées, dans des commentaires que j'aurais soi-disant effacés. Ma réputation en ligne commençait à se détériorer rapidement. Puis il y a eu Pierre. J'avais rencontré Pierre sur un site de rencontre pour seniors, nous avions 63 et 68 ans respectivement. Nous nous étions parlé pendant des semaines, des conversations profondes et touchantes sur la vie, la perte, l'espoir de recommencer. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. Mais du jour au lendemain, Pierre a cessé de répondre à mes messages. Quand j'ai finalement réussi à le joindre au téléphone, il était froid, distant. Il m'a dit qu'il avait découvert mon « vrai visage »,
que j'avais dit des choses terribles sur lui à d'autres personnes en ligne. J'étais sous le choc, je lui ai juré que ce n'était pas moi. Il m'a raccroché au nez. J'ai pleuré pendant des jours, incapable de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Marguerite était là pour me consoler, me disant que Pierre ne me méritait pas, que les hommes sur Internet étaient tous des menteurs. Elle était si douce, si attentionnée. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Jean-Claude. Cette fois, j'étais plus prudente, plus méfiante. Mais Jean-Claude semblait différent, authentique. Nous avons commencé à nous voir, à construire quelque chose de beau. Il avait 66 ans, était professeur de littérature à la retraite, et nous passions des heures à discuter de livres et de poésie. Puis le schéma s'est répété. Jean-Claude a commencé à devenir distant, à poser des questions étranges sur des choses que j'aurais prétendument dites en ligne. Des captures d'écran circulaient, des messages que je n'avais jamais écrits mais qui portaient mon nom, ma photo de profil. Cette fois, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Marguerite me suggérait que peut-être mon compte avait été piraté, que je devrais changer tous mes mots de passe. Elle m'a même aidé à le faire, assise à côté de moi pendant que je créais de nouveaux mots de passe, sécurisés. Quelle idiote j'étais, je lui faisais confiance aveuglément. Le troisième homme s'appelait Bernard. J'avais 64 ans maintenant, et j'étais presque résignée à la solitude. Mais Bernard était si gentil, si patient avec mes peurs et mes hésitations. Il avait 69 ans, veuf lui aussi, et comprenait ma douleur. Nous avions prévu de nous fiancer après 6 mois de relation. Une semaine avant nos fiançailles, Bernard m'a envoyé un message glacial. Quelqu'un lui avait montré des conversations où je me moquais de lui, où je disais que je ne l'aimais pas vraiment, que je voulais juste son argent. Des mensonges épouvantables, mais avec tellement de détails qu'ils semblaient vrais. J'ai supplié Bernard de me croire, de me rencontrer pour que je puisse m'expliquer. Il a refusé, me disant qu'il avait vu les preuves de ses propres yeux. Mon cœur était brisé, mais quelque chose en moi commençait à se réveiller. Ce n'était plus possible que ce soit juste de la malchance. C'est là que j'ai commencé mon enquête. À 64 ans, j'ai appris à devenir une détective du numérique. J'ai passé des nuits entières à étudier comment fonctionnaient les réseaux sociaux, comment quelqu'un pouvait usurper une identité, comment tracer des messages. Mes petits-enfants m'ont aidé, surpris de voir leur grand-mère devenir si technique. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Les messages qui me nuisaient étaient toujours envoyés à des moments très précis, souvent quand j'étais avec Marguerite. Les détails personnels utilisés dans ces faux messages étaient des choses que seule Marguerite connaissait. Des anecdotes que je ne partageais qu'avec elle. Un soir, j'ai fait semblant d'aller me coucher tôt quand Marguerite dormait chez moi. Mais j'ai installé une caméra discrète dans le salon, dirigée vers mon ordinateur. Ce que j'ai découvert le lendemain matin en visionnant la vidéo m'a donné envie de vomir. Marguerite s'était levée à 3 heures du matin, avait allumé mon ordinateur et passé 2 heures à écrire des messages en se faisant passer pour moi. Elle utilisait un faux compte qu'elle avait créé avec ma photo, mon nom, copiant mon style d'écriture. Elle contactait des hommes que je rencontrais, leur envoyant des messages horribles en mon nom. Elle détruisait systématiquement chaque relation que j'essayais de construire. Mais pourquoi? Pourquoi ma meilleure amie me faisait-elle ça? J'ai continué à creuser, et c'est là que j'ai découvert le moment le plus choquant de toute cette histoire. Marguerite n'était pas seulement jalouse de mes relations amoureuses. Elle avait créé une identité en ligne complète basée sur moi, volant mes photos, mes histoires, mes expériences de vie. Elle se faisait passer pour moi auprès de centaines de personnes depuis 7 ans. Elle avait créé un blog où elle racontait sa vie, mais c'était ma vie à moi. Mes voyages, mes souvenirs d'enfance, mes recettes de cuisine, mes conseils de jardinage. Tout ce que je lui avais confié en privé, elle le publiait comme si c'était elle qui l'avait vécu. Le blog avait des milliers d'abonnés qui l'adoraient. Mais le pire, le moment qui m'a fait comprendre l'ampleur de sa trahison, c'est quand j'ai découvert qu'elle écrivait des livres sous mon nom. Enfin, pas exactement mon nom, mais un pseudonyme qui était l'anagramme de mon prénom et nom de famille. Elle avait publié 3 romans autobiographiques racontant ma vie, avec des détails si intimes que j'en ai eu des sueurs froides. Ces livres se vendaient bien, très bien même. Marguerite gagnait de l'argent avec mon histoire, ma douleur, mes secrets les plus profonds. Elle avait volé mon identité non seulement en ligne, mais aussi dans le monde réel. Et personne ne savait que ces histoires étaient les miennes, pas les siennes. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue vous trahissait de la manière la plus cruelle qui soit? Cette sensation de tout votre monde qui s'effondre, de ne plus savoir qui est réel et qui porte un masque. C'est exactement ce que je ressentais à ce moment-là.
J'ai aussi découvert pourquoi elle faisait tout ça. En fouillant dans ses anciens emails que j'avais réussi à intercepter grâce à l'aide technique de mon petit-fils Lucas, j'ai trouvé des messages envoyés à sa thérapeute. Marguerite était jalouse de moi depuis toujours, depuis nos 15 ans. Elle trouvait que j'avais eu une vie plus intéressante, plus remplie d'aventures. Quand nous étions jeunes, c'est moi qui avais le premier petit ami, moi qui avais voyagé en Italie, moi qui avais obtenu ce travail prestigieux dans une maison d'édition parisienne. Marguerite était restée à Toulouse, avait épousé un homme ennuyeux selon ses propres mots, et avait vécu une vie qu'elle considérait comme banale. Son ressentiment avait grandi pendant 50 ans. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, elle avait vu une opportunité. Elle pouvait enfin être moi, vivre ma vie, recevoir l'admiration qu'elle pensait mériter. Elle sabotait mes relations amoureuses parce qu'elle ne supportait pas que je puisse être heureuse alors qu'elle était seule depuis son veuvage. C'était de la jalousie pure et destructrice. J'étais dévastée, bien sûr. 50 ans d'amitié réduits à néant. Mais la tristesse s'est rapidement transformée en colère, une colère froide et déterminée. À 64 ans, j'allais lui faire payer chaque mensonge, chaque trahison, chaque larme qu'elle m'avait fait verser. J'allais orchestrer une vengeance si parfaite qu'elle ne pourrait jamais s'en remettre. J'ai commencé à planifier méticuleusement. Pendant 3 mois, j'ai collecté des preuves, des captures d'écran, des enregistrements, des témoignages. J'ai contacté tous les hommes qu'elle avait éloignés de moi, leur montrant les vraies conversations, les preuves de la manipulation. Pierre, Jean-Claude et Bernard étaient sous le choc en découvrant la vérité. J'ai aussi contacté les abonnés de son blog, discrètement, leur posant des questions innocentes qui révélaient des incohérences dans ces histoires. J'ai découvert que plusieurs d'entre eux commençaient à avoir des doutes sur l'authenticité de ces récits. Certains avaient remarqué qu'elle racontait des événements qui s'étaient produits dans des lieux où elle n'avait jamais mis les pieds. Mon petit-fils Lucas, qui travaillait dans la cybersécurité, m'a aidé à retracer tous les comptes que Marguerite avait créés en utilisant mon identité. Il y en avait 15 au total, sur différentes plateformes. Elle avait construit tout un empire de mensonges basés sur mon existence. C'était impressionnant et terrifiant à la fois. Puis j'ai appris que Marguerite organisait une grande conférence en ligne pour promouvoir son 4e livre, celui qu'elle était en train d'écrire. Le livre qui racontait soi-disant comment elle avait surmonté une trahison amoureuse récente. Ma trahison. Mon histoire avec Bernard qu'elle transformait en son propre récit de résilience. La conférence devait avoir lieu sur Zoom, avec 3000 personnes inscrites. Des journalistes, des blogueurs, des lecteurs fidèles. Marguerite avait même invité des éditeurs importants de Paris qui s'intéressaient à son travail. C'était son grand moment, celui où elle allait passer du statut d'auteur local à celui d'écrivaine reconnue nationalement. C'était aussi mon moment. J'ai contacté les organisateurs de l'événement en prétendant être une grande admiratrice qui voulait offrir une surprise spéciale à Marguerite pendant la conférence. J'ai proposé de préparer une présentation vidéo avec des témoignages de personnes qui avaient été touchées par son travail. Ils ont adoré l'idée. Pendant les semaines suivantes, j'ai créé cette vidéo. Mais ce n'était pas une compilation de témoignages élogieux. C'était une exposition méthodique de tous ces mensonges, avec des preuves irréfutables. Des comparaisons entre ses publications et mes propres journaux personnels, des captures d'écran de ses faux comptes, des enregistrements de conversations où elle admettait ses actes. J'ai inclus des interviews vidéo avec Pierre, Jean-Claude et Bernard, qui racontaient comment ils avaient été manipulés. J'ai montré les emails où elle discutait avec sa thérapeute de sa jalousie pathologique. J'ai exposé chaque livre, chaque blog, chaque mensonge qu'elle avait construit sur le dos de ma vie. C'était dévastateur. Le jour de la conférence, j'étais installée dans mon salon, mon ordinateur ouvert devant moi. J'avais 65 ans maintenant, mes cheveux complètement blancs, mes mains tremblant légèrement alors que je me connectais à la session Zoom. Marguerite était radieuse à l'écran, souriante, confiante, prête à recevoir les louanges qu'elle pensait mériter. Elle a commencé sa présentation, parlant avec émotion de son parcours, de ses épreuves, de sa résilience. Chaque mot était un poignard dans mon cœur parce que c'était mon histoire qu'elle racontait. Mais je suis restée calme, attendant le moment parfait. Les organisateurs m'avaient donné le contrôle pour lancer ma vidéo surprise à mi-chemin de la conférence. Quand le moment est arrivé, l'animateur a annoncé avec enthousiasme qu'une surprise spéciale attendait Marguerite. Elle a souri, visiblement ravie, s'attendant probablement à un montage de compliments et d'hommages. J'ai cliqué sur le bouton et ma vidéo a commencé à jouer sur l'écran partagé avec les 3000 participants.
Les premières secondes montraient des photos de Marguerite et moi quand nous étions jeunes, à 15 ans, inséparables et souriantes. Puis ma voix, calme et posée, a commencé à narrer. J'ai expliqué qui j'étais, quelle était ma relation avec Marguerite, et ce que j'avais découvert au cours de la dernière année. Le visage de Marguerite est passé du rose au blanc en quelques secondes. Elle a essayé de couper la vidéo, de prendre le contrôle de l'écran, mais les organisateurs avaient le contrôle total et ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Ma vidéo continuait, méthodique, implacable, révélant chaque détail de sa trahison. J'ai montré les captures d'écran de ses faux comptes avec ma photo de profil. J'ai lu des extraits de ses livres côte à côte avec mes propres journaux personnels, prouvant qu'elle avait copié mes expériences mot pour mot. J'ai diffusé les témoignages vidéo des 3 hommes qu'elle avait éloignés de moi, leurs visages sincères expliquant comment ils avaient été manipulés. Le chat de la conférence Zoom explosait de commentaires. Les gens étaient sous le choc, certains refusaient de croire, d'autres exprimaient leur horreur et leur dégoût. Des journalistes présents commençaient déjà à prendre des notes furieusement, réalisant qu'ils assistaient à un scandale majeur en direct. Les éditeurs de Paris avaient l'air pétrifiés. Marguerite essayait de parler, de se défendre, mais aucun son cohérent ne sortait de sa bouche. Elle bégayait, pleurait, secouait la tête. L'animateur de la conférence tentait de reprendre le contrôle de la situation. Mais c'était trop tard. Ma vidéo durait 15 minutes, et chaque seconde était un coup de marteau détruisant sa réputation. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai activé ma propre caméra et je suis apparu à l'écran. Là, en direct devant 3000 personnes, j'ai regardé Marguerite dans les yeux à travers nos webcams. À 65 ans, j'avais le visage marqué par les épreuves qu'elle m'avait infligées, mais mes yeux étaient clairs et déterminés. J'ai parlé calmement, sans colère apparente, mais avec une fermeté absolue. J'ai dit à Marguerite que notre amitié était terminée, que je l'avais aimée comme une sœur pendant 50 ans, mais qu'elle avait détruit ce lien par sa jalousie et sa trahison. J'ai dit que je ne la poursuivrais pas en justice si elle faisait publiquement des excuses complètes et retirait tous ses livres de la vente. J'ai ajouté que je publierais ma propre version des événements, le vrai récit de ma vie qu'elle avait volé. Et que si elle refusait mes conditions, j'irais jusqu'au bout avec une action en justice pour vol d'identité, fraude et diffamation. Les preuves que j'avais accumulées étaient suffisantes pour la ruiner complètement, financièrement et socialement. Marguerite s'est effondrée en larmes devant tout le monde. Elle a essayé de s'excuser, de dire qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça, que la jalousie l'avait consumée pendant des années. Mais personne n'avait de sympathie pour elle. Les commentaires dans le chat étaient impitoyables, les gens la traitaient de voleuse, de menteuse, de manipulatrice pathologique. Les organisateurs ont fini par couper la conférence, mais c'était déjà trop tard. Des centaines de personnes avaient enregistré la session. En quelques heures, des articles commençaient à circuler sur Internet, des forums littéraires discutaient du scandale, les éditeurs qui s'intéressaient à son travail publiaient des communiqués se distançant d'elle. Son monde s'écroulait en temps réel. Dans les jours qui ont suivi, Marguerite a publié des excuses publiques sur tous ses comptes, admettant tout ce qu'elle avait fait. Elle a retiré ses livres de la vente, fermé son blog, supprimé tous les faux comptes qu'elle avait créés en utilisant mon identité. Elle a même proposé de me reverser tout l'argent qu'elle avait gagné grâce à mes histoires. J'ai accepté l'argent, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était une question de principe. Cet argent représentait 7 ans de vol, de mensonges, de manipulation. J'ai utilisé une partie de cette somme pour publier mon propre livre, racontant la vraie histoire de ma vie et comment ma meilleure amie l'avait volé. Le livre est devenu un best-seller. Pierre, Jean-Claude et Bernard m'ont tous contacté après la conférence. Pierre et Jean-Claude se sont excusés d'avoir douté de moi et m'ont proposé de rester amis. J'ai accepté, mais sans plus. Bernard, en revanche, voulait reprendre notre relation là où nous l'avions laissée. Nous avons recommencé à nous voir, prudemment au début, puis avec plus de confiance. Aujourd'hui, à 66 ans, je suis fiancée à Bernard qui a maintenant 70 ans. Nous avons prévu de nous marier l'été prochain dans un petit village de Provence. Mes enfants et petits-enfants sont ravis pour moi. Surtout Lucas qui dit que je suis sa grand-mère préférée parce que je suis « badass » avec les technologies maintenant. Quant à Marguerite, je n'ai plus jamais eu de contact direct avec elle. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté Toulouse, qu'elle était partie vivre dans un petit village du sud où personne ne la connaissait. Elle a 67 ans maintenant et vit apparemment dans l'isolement complet, évitant tout contact avec son passé. Certains diraient que c'est triste, moi je dis que c'est la conséquence de ses actes. Ma réputation a été complètement restaurée.
Les gens qui m'avaient accusé de choses horribles se sont excusés quand ils ont compris que c'était Marguerite qui utilisait mon identité. Mon livre a été acclamé non seulement comme un récit captivant, mais aussi comme un témoignage important sur les dangers de l'usurpation d'identité en ligne, surtout pour les personnes âgées qui ne maîtrisent pas toujours ces technologies. J'ai été invitée à donner des conférences sur la sécurité en ligne pour les seniors. Je raconte mon histoire, j'explique comment quelqu'un peut voler votre identité, comment se protéger, quels signes surveiller. C'est devenu une sorte de mission pour moi d'aider d'autres personnes à éviter ce qui m'est arrivé. Chaque fois que j'aide quelqu'un, je sens que quelque chose de bon émerge de cette trahison. Parfois, tard le soir, quand Bernard dort à côté de moi et que je ne trouve pas le sommeil, je repense à cette conférence Zoom. Je me souviens de l'expression sur le visage de Marguerite quand elle a réalisé que son monde entier s'effondrait. Une partie de moi ressent encore de la tristesse pour la perte de notre amitié, pour les 50 belles années que nous avions partagées. Mais une autre partie, la partie qui a souffert pendant 7 ans sans comprendre pourquoi, qui a pleuré la perte de 3 relations amoureuses, qui a vu sa réputation détruite par des mensonges, cette partie ne regrette rien. Marguerite méritait d'être exposée, de faire face aux conséquences de ses actes. La vérité devait éclater, peu importe le coût. Ce qui me surprend le plus dans toute cette histoire, c'est ma propre transformation. Avant tout ça, j'étais une femme assez traditionnelle, pas très à l'aise avec la technologie, qui faisait confiance facilement et voyait le meilleur chez les gens. Cette Marguerite que j'aimais comme une sœur a détruit cette innocence, mais elle m'a aussi forcée à devenir plus forte, plus indépendante, plus perspicace. À 66 ans, je suis devenue une experte des réseaux sociaux, de la cybersécurité, de la protection de l'identité numérique. Mes petits-enfants me demandent des conseils sur comment gérer leur présence en ligne. Mon fils dit en riant que je suis plus connectée que lui maintenant. Cette compétence que j'ai acquise par nécessité est devenue une passion et un moyen d'aider les autres. La vengeance que j'ai orchestrée était-elle trop cruelle? Certaines personnes me l'ont dit, affirmant que j'aurais dû régler ça en privé, lui pardonner, passer à autre chose. Mais ces personnes n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu. Elles n'ont jamais senti leur identité être volée, leur vie être transformée en marchandise pour le profit de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que Marguerite m'avait déjà exposée publiquement à travers ses livres et son blog. Elle avait partagé mes secrets les plus intimes avec des milliers de personnes, même si elle ne savait pas que c'était moi. Ma vengeance n'était que la révélation de cette vérité, l'exposition de son imposture. Si c'était cruel, c'était seulement le reflet de ce qu'elle m'avait fait subir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois toute ma vie sous un nouveau jour. Les moments heureux partagés avec Marguerite sont maintenant teintés d'amertume, me demandant si elle était déjà jalouse à l'époque, si elle complotait déjà. Nos rires d'adolescente, nos confidences de jeunes mariés, nos pleurs lors de nos veuvages, tout semble faux maintenant. Mais je refuse de laisser sa trahison empoisonner complètement mes souvenirs. Les 50 premières années de notre amitié étaient réelles, même si les 7 dernières étaient un mensonge. La Marguerite que j'aimais existait vraiment, avant que la jalousie ne la transforme en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. C'est cette Marguerite-là que je pleure, pas celle qui m'a trahi. Bernard me dit souvent que je suis l'une des femmes les plus courageuses qu'il connaisse. Que peu de personnes auraient eu la force de mener une telle enquête, de rassembler des preuves pendant des mois, de planifier une confrontation aussi publique. Il admire ma détermination, ma capacité à me battre pour ma vérité. Ces compliments me touchent profondément, surtout venant d'un homme que j'aime et qui me connaît vraiment. Mes enfants ont eu du mal à comprendre au début. Comment leur mère, cette grand-mère douce qui faisait des confitures et tricotait des pulls, avait pu orchestrer une telle vengeance publique. Mais quand je leur ai montré toutes les preuves, quand je leur ai expliqué l'ampleur de la trahison, ils ont compris. Ma fille m'a serré dans ses bras en pleurant, s'excusant de ne pas avoir remarqué ma souffrance pendant toutes ces années. Lucas, mon petit-fils qui m'a aidé avec toute la partie technique, dit que je suis son héroïne. Il raconte mon histoire à ses amis, fier que sa grand-mère ait su se servir de la technologie pour obtenir justice. Il dit que je prouve qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre, pour se battre, pour exiger le respect. Ces mots me remplissent de fierté et me rappellent que quelque chose de bon est sorti de cette épreuve. Le livre que j'ai publié s'intitule « La voleuse d'identité, 50 ans d'amitié trahie ». Il raconte toute l'histoire, depuis notre rencontre à 15 ans jusqu'à cette conférence Zoom dévastatrice. J'y parle de la jalousie, de l'amitié, de la trahison, mais aussi de la résilience et du pouvoir de la vérité. Les critiques ont été excellentes, beaucoup de lecteurs m'ont écrit pour partager leurs propres histoires de trahison. Ce qui m'a le plus touché,
Ce sont les messages de femmes de mon âge qui m'ont dit que mon histoire leur avait donné du courage. Des femmes qui avaient subi des injustices et n'osaient pas se défendre, qui pensaient qu'à notre âge on devait juste accepter et se taire. Mon histoire leur a montré qu'on peut se battre à tout âge, qu'on mérite justice et respect peu importe nos cheveux blancs. Parfois je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais jamais découvert la vérité. Si Marguerite avait continué à me voler ma vie, mon identité, mes relations, pendant encore des années. Si j'étais morte sans jamais savoir que ma meilleure amie était en réalité mon pire ennemi. Cette pensée me glace le sang et me fait apprécier encore plus d'avoir eu le courage d'enquêter. La justice officielle ne s'est pas vraiment saisie de l'affaire. Marguerite avait techniquement violé plusieurs lois sur l'usurpation d'identité et la fraude, mais mon avocat m'a conseillé que poursuivre une femme de 67 ans qui avait déjà perdu sa réputation et ses revenus serait long, coûteux et potentiellement insatisfaisant. La justice publique que j'avais obtenue était bien plus efficace. Aujourd'hui, presque un an après cette conférence, ma vie est paisible et heureuse. Je vis entre Toulouse et le petit appartement de Bernard à Lyon. Nous voyageons, nous lisons ensemble, nous passons du temps avec nos enfants et petits-enfants respectifs. J'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible après avoir découvert une trahison aussi profonde. Mais je reste vigilante. Je vérifie régulièrement mes comptes en ligne, je surveille toute activité suspecte, j'ai mis en place des alertes sur mon nom. Cette expérience m'a appris qu'on ne peut jamais baisser complètement sa garde. La confiance aveugle n'existe plus pour moi, même envers ceux que j'aime. Bernard comprend ma méfiance et ne s'en offense pas. Il est patient, me laissant vérifier ses dires quand j'en ai besoin, acceptant mes moments de doute sans se plaindre. Cette compréhension est précieuse pour moi. Après ce que j'ai vécu avec Marguerite, j'avais peur de ne plus jamais pouvoir faire confiance à quelqu'un, mais Bernard me prouve doucement que c'est encore possible. Les réseaux sociaux ont changé pour moi. Ce qui était autrefois un outil joyeux pour rester connecté avec ma famille est devenu un champ de bataille que je connais désormais parfaitement. Je continue à les utiliser, mais avec une conscience aiguë des dangers qu'ils représentent. J'enseigne cette conscience aux autres seniors lors de mes conférences. Ma relation avec mes propres enfants s'est aussi transformée. Ils me voient différemment maintenant, non plus seulement comme leur mère qui a toujours été là pour eux, mais comme une femme forte et indépendante qui s'est battue pour sa dignité. Ma fille me dit qu'elle est fière d'avoir une mère comme moi, que je suis un exemple de résilience pour mes petites filles. Les saisons passent et ma vie continue. L'été prochain, quand j'épouserai Bernard dans ce village de Provence, Marguerite ne sera qu'un souvenir lointain. Un chapitre douloureux mais clos de mon existence. Je refuse de lui donner plus de pouvoir sur ma vie que ce qu'elle a déjà pris. Elle a volé 7 ans, elle n'aura pas une minute de plus. Parfois, dans les moments tranquilles, je ressens encore de la colère. Une colère sourde qui monte quand je pense à tout le temps perdu, à toutes les larmes versées, à cette amitié précieuse qu'elle a détruite par pure jalousie. Mais je transforme cette colère en énergie positive, en motivation pour aider d'autres personnes à éviter ce qui m'est arrivé. Mon livre continue à se vendre, et les éditeurs me demandent d'en écrire un deuxième. Cette fois, ils veulent que je raconte ma vie entière, la vraie version que Marguerite avait volée et déformée. J'ai accepté et je passe mes matinées à écrire, à me replonger dans mes souvenirs, à raconter mon histoire avec mes propres mots, ma propre voix. C'est thérapeutique de réécrire ma vie de cette façon. De reprendre possession de mon récit, de mes expériences, de mes émotions. Chaque page que j'écris efface un peu plus le vol que Marguerite a commis. Je suis en train de me réapproprier mon existence, mot après mot, chapitre après chapitre. C'est un processus long mais libérateur. Les journalistes continuent de m'interviewer de temps en temps. L'histoire de « la grand-mère qui a piégé son amie voleuse d'identité sur Zoom » fascine toujours les médias. Certains articles me présentent comme une héroïne, d'autres comme quelqu'un de vindicatif. Je les laisse dire, leur opinion ne change rien à ma vérité ni à ce que j'ai accompli. Ce qui compte vraiment, ce sont les messages que je reçois chaque semaine de personnes qui ont lu mon livre ou assisté à mes conférences. Des gens qui me remercient de les avoir aidés à identifier une situation d'usurpation d'identité, à se protéger en ligne, à avoir le courage de confronter un manipulateur. Ces messages donnent un sens à tout ce que j'ai traversé. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de Marguerite. Une vraie lettre papier, envoyée par la poste, avec son écriture que je reconnaîtrais entre mille. Elle tentait une nouvelle fois de s'excuser, d'expliquer sa jalousie pathologique, de demander un pardon que je ne peux pas lui accorder. J'ai lu la lettre une seule fois, puis je l'ai brûlée dans ma cheminée. Certains me jugent dur, impitoyable même. Ils disent qu'à notre âge, nous devrions pardonner,
laisser le passé derrière nous, profiter du temps qu'il nous reste. Mais ces gens ne comprennent pas que le pardon ne se commande pas. On ne pardonne pas 7 ans de trahison systématique juste parce qu'on a 66 ans et que le temps presse. Le pardon viendra peut-être un jour, ou peut-être jamais. Pour l'instant, je vis ma vie, je construis mon bonheur avec Bernard, j'écris mes livres, je passe du temps avec ma famille. Marguerite n'existe plus dans mon présent, elle est reléguée au passé où elle appartient désormais. C'est ma façon de tourner la page, même si cette page restera toujours marquée. Mon 67e anniversaire approche et je me sens plus vivante que jamais. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, m'a transformée en une version plus forte de moi-même. J'ai découvert des ressources intérieures que je ne soupçonnais pas. J'ai appris que même à mon âge, on peut se réinventer, apprendre de nouvelles compétences, se battre pour soi. Bernard et moi avons prévu un voyage en Grèce pour célébrer nos fiançailles. Nous visiterons les îles, nous nous promènerons dans les ruines antiques, nous regarderons les couchers de soleil sur la mer Égée. Ce sont ces moments que je chéris maintenant, ces projets d'avenir qui prouvent que Marguerite n'a pas réussi à détruire ma capacité à être heureuse. Lucas m'a récemment montré comment créer ma propre chaîne YouTube pour partager mes conseils sur la sécurité en ligne pour les seniors. À 66 ans, me voilà devenant youtubeuse, filmant des vidéos dans mon salon, expliquant comment créer des mots de passe sécurisés et reconnaître les tentatives de phishing. Ma chaîne a déjà 5000 abonnés et grandit chaque jour. Cette nouvelle activité me passionne. J'aime l'idée que mon expérience terrible peut servir à protéger d'autres personnes. Chaque commentaire de quelqu'un qui me remercie de l'avoir aidé à éviter un piège en ligne me remplit de satisfaction. Je transforme la négativité que Marguerite a apportée dans ma vie en quelque chose de positif pour la communauté. Mes petits-enfants sont impressionnés par ma présence en ligne maintenant. Ils partagent mes vidéos avec leurs amis, fiers que leur grand-mère soit cool et technologiquement compétente. Cette reconnaissance de la jeune génération me touche particulièrement. Elle prouve qu'on n'est jamais trop vieux pour être pertinent, pour apporter de la valeur, pour inspirer les autres. Le 2e livre avance bien. J'y raconte tout, depuis mon enfance dans une petite ferme près de Bordeaux jusqu'à aujourd'hui. Les vrais événements de ma vie, mes premiers amours, mon mariage, la naissance de mes enfants, mon travail dans l'édition, mon veuvage, et bien sûr, la trahison de Marguerite. C'est mon testament littéraire, ma vérité préservée pour toujours. Écrire ce livre m'a fait réaliser à quel point ma vie a été riche et intéressante, même avant le drame avec Marguerite. J'ai voyagé dans 12 pays, j'ai édité les œuvres de grands auteurs français, j'ai élevé 3 enfants merveilleux, j'ai connu 2 grands amours. Ma vie valait la peine d'être vécue et racontée, indépendamment de ce que Marguerite en a fait. C'est peut-être ça qui la rendait si jalouse. Non pas que ma vie était objectivement meilleure que la sienne, mais que j'ai toujours su apprécier ce que j'avais, trouver de la joie dans les petites choses, être reconnaissante pour mes bénédictions. Marguerite passait son temps à comparer, à envier, à se sentir lésée. Cette amertume l'a consumée de l'intérieur. Je pense parfois à ce qu'elle doit ressentir maintenant, isolée dans son village, fuyant son passé. Est-elle toujours consumée par la jalousie ou a-t-elle enfin trouvé la paix? Regrette-t-elle vraiment ce qu'elle a fait ou est-elle seulement désolée de s'être fait prendre? Ces questions me traversent l'esprit parfois, mais je ne cherche pas les réponses. Elles ne me concernent plus. Ma famille s'agrandit aussi. Ma fille aînée attend son 3e enfant, mon fils vient d'annoncer ses fiançailles, et ma Benjamine a obtenu une promotion importante dans son entreprise. La vie continue, nouvelle génération après nouvelle génération. C'est ça qui compte vraiment, pas les trahisons du passé mais l'amour et la joie du présent. Bernard et moi avons commencé à chercher une maison où nous installerons après notre mariage. Quelque chose entre Toulouse et Lyon, peut-être dans la Drôme ou l'Ardèche. Une vieille fermette avec un grand jardin où nous pourrions cultiver des légumes, accueillir nos petits-enfants pendant les vacances, vivre paisiblement nos dernières années ensemble. C'est un rêve simple mais précieux. Les conférences que je donne deviennent de plus en plus demandées. Des universités m'invitent pour parler aux étudiants en cybersécurité, des associations de seniors veulent que j'intervienne lors de leurs événements, des bibliothèques municipales m'appellent pour organiser des ateliers. Mon emploi du temps est plus chargé maintenant qu'il ne l'était quand je travaillais à temps plein. C'est ironique quand j'y pense. Marguerite voulait ma vie, voulait être reconnue et admirée comme elle pensait que je l'étais. Mais c'est sa trahison et ma réponse qui m'ont réellement apporté cette reconnaissance. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, je serais probablement juste une retraitée ordinaire, jouant au bridge et gardant ses petits-enfants. Au lieu de ça, je suis devenue une figure publique, une voix pour les victimes d'usurpation d'identité.
Dois-je la remercier pour ça? Non, certainement pas. Je ne lui dois rien. C'est ma propre force, ma détermination, mon refus d'être une victime qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Marguerite a créé le problème, mais c'est moi qui ai créé la solution. C'est moi qui ai transformé une tragédie personnelle en quelque chose de constructif et utile pour la société. Les mois passent et l'été approche. Les préparatifs du mariage vont bon train. Nous avons choisi un petit mas provençal pour la cérémonie, entouré de champs de lavande qui seront en pleine floraison. 50 invités, seulement la famille et les amis les plus proches. Bernard et moi échangerons nos vœux sous un olivier centenaire, symbole de sagesse et de longévité. Mes enfants sont ravis de me voir si heureuse. Ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas vu sourire autant depuis des années, même avant de découvrir la trahison de Marguerite. Bernard me rend heureuse d'une façon simple et authentique. Il n'y a pas de drame, pas de complications, juste de l'amour et du respect mutuel entre deux personnes qui ont vécu assez longtemps pour savoir ce qui compte vraiment. La robe de mariée que j'ai choisie est simple et élégante, en dentelle ivoire, adaptée à mon âge mais magnifique. Ma fille pleure chaque fois qu'elle me voit l'essayer, émue de voir sa mère se remarier à 67 ans. Lucas, mon petit-fils technophile, insiste pour filmer toute la cérémonie avec ses drones et caméras professionnelles. Il veut créer une vidéo de mariage digne d'Hollywood pour sa grand-mère préférée. Parfois, dans mes moments de réflexion, je me demande si Marguerite saura que je me marie. Probablement, les nouvelles voyagent vite même dans les petits villages isolés. Se sentira-t-elle blessée, exclue, jalouse encore une fois? Ou sera-t-elle indifférente, ayant enfin appris à gérer ses émotions destructrices? Je ne le saurai jamais et, honnêtement, je m'en moque. Ce mariage n'est pas pour elle ni contre elle. C'est pour Bernard et moi, pour notre amour, pour notre avenir ensemble aussi long ou court soit-il. À notre âge, chaque jour est un cadeau et nous avons l'intention de les savourer tous. Nous ne savons pas combien d'années il nous reste, mais nous sommes déterminés à les rendre belles et significatives. Le premier livre continue de générer des revenus substantiels. J'ai décidé de créer une fondation avec une partie de cet argent pour aider les victimes d'usurpation d'identité en ligne, particulièrement les personnes âgées qui n'ont pas les ressources pour se défendre. La fondation offrira des conseils juridiques gratuits, une assistance technique et un soutien psychologique. C'est mon héritage, ma contribution à un monde plus juste. Lucas sera le directeur technique de la fondation. Ma fille s'occupera des aspects légaux grâce à ses contacts dans le monde juridique, et mon fils gérera les finances avec son expérience en comptabilité. Toute la famille est impliquée dans ce projet qui donne un sens profond à ce que j'ai traversé. Marguerite a voulu me détruire, mais elle a finalement créé quelque chose de plus grand que nous deux. Les médias s'intéressent également à la fondation. Plusieurs émissions télévisées m'ont invité pour parler du projet, des dangers de l'usurpation d'identité en ligne et de l'importance de protéger les personnes vulnérables. À 67 ans, je me retrouve sur les plateaux télé, maquillée par des professionnels, interviewée par des journalistes célèbres. C'est surréaliste mais gratifiant. Bernard m'accompagne souvent lors de ses apparitions publiques. Il reste en coulisses, me soutenant discrètement, fier de ma nouvelle carrière médiatique mais sans chercher les projecteurs pour lui-même. C'est exactement le genre d'homme dont j'ai besoin, quelqu'un qui est heureux de mon succès sans se sentir menacé ou diminué. Après avoir vécu avec la jalousie toxique de Marguerite, cette attitude saine me fait apprécier Bernard encore davantage. Le deuxième livre sera publié juste après notre mariage. L'éditeur pense que le timing est parfait, une histoire de renaissance et de nouveau départ après la trahison. La couverture montrera une photo de Bernard et moi le jour de notre mariage, souriant sous l'olivier provençal. C'est une image d'espoir, de résilience, de la vie qui continue malgré tout. Mes lecteurs attendent ce livre avec impatience. Beaucoup m'ont écrit pour me dire combien le premier livre les avait touchés, et à quel point ils voulaient connaître la suite de mon histoire. Cette connexion avec les lecteurs est quelque chose que Marguerite n'a jamais vraiment eu, malgré tous ses efforts. Parce que ces histoires étaient des mensonges et que les gens, quelque part, sentent l'inauthenticité même s'ils ne peuvent pas la nommer. Avril se transforme en mai, et mai glisse vers juin. Le printemps est magnifique cette année. Les jardins explosent de couleurs et de vie. Je passe mes après-midi à planter des fleurs dans mon jardin, à préparer lentement notre déménagement vers la future maison commune avec Bernard. Chaque geste est une affirmation de vie, un refus de laisser le passé empoisonner mon présent. Mes amies actuelles, celles que je me suis faites après la rupture avec Marguerite, sont formidables. Elles m'ont soutenue pendant toute cette épreuve sans jugement, écoutant mes histoires, partageant ma colère et ma douleur.
Ces amitiés sont différentes de celles que j'avais avec Marguerite, plus mesurées peut-être, mais aussi plus saines. J'ai appris à établir des limites, à ne pas tout partager, à garder une partie de moi privée. Cette tenue n'est pas de la méfiance maladive, c'est de la sagesse acquise douloureusement. Je peux être proche de quelqu'un sans fusionner complètement avec cette personne, sans lui donner les clés de toute mon existence. C'est un équilibre délicat que j'apprends encore à maîtriser à 67 ans. On dit qu'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, mais je prouve que c'est faux. Les préparatifs du mariage sont presque terminés. Le traiteur est réservé, les fleurs commandées, la playlist musicale créée avec l'aide de Lucas qui inclut des chansons de notre jeunesse ainsi que des morceaux plus contemporains. Il y aura du Charles Aznavour pour Bernard et moi, et du moderne pour nos enfants et petits-enfants. Une célébration intergénérationnelle de l'amour et de la famille. J'ai écrit mes vœux de mariage. C'était plus difficile que d'écrire mes livres, trouver les mots justes pour exprimer ce que Bernard représente pour moi. Comment lui dire qu'il a restauré ma foi en l'humanité après que Marguerite l'ait détruite? Comment lui expliquer que son amour patient et constant m'a guéri de blessures que je croyais incurables? J'ai pleuré en écrivant ces vœux, mais c'était des larmes de joie et de gratitude. La veille du mariage, toute la famille est réunie dans le mas provençal. Mes 3 enfants, leurs conjoints, mes 7 petits-enfants, les enfants de Bernard et ses 5 petits-enfants. La maison est remplie de rires, de cris d'enfants qui jouent, d'odeurs de cuisine. C'est exactement ce que j'avais imaginé, une célébration chaleureuse et vivante de notre union. Ce soir-là, assise sur la terrasse sous les étoiles de Provence, un verre de rosé à la main, entouré de l'amour de ma famille, je réalise que j'ai gagné. Non pas contre Marguerite, cette bataille est finie depuis longtemps. J'ai gagné contre le désespoir, contre la trahison, contre l'idée que ma vie était ruinée. J'ai repris mon pouvoir, reconstruit ma réputation, trouvé l'amour à nouveau, et créé quelque chose de positif à partir de la douleur. Le jour du mariage arrive, radieux et ensoleillé. La chaleur est douce, pas étouffante, parfaite pour une cérémonie en extérieur. Je me prépare entourée de ma fille et de mes belles-filles, qui m'aident avec ma robe, mes cheveux, mon maquillage léger. Quand je me regarde dans le miroir, je vois non pas une vieille femme de 67 ans, mais une survivante, une guerrière, quelqu'un qui a traversé l'enfer et en est ressortie plus forte. La cérémonie est parfaite. Bernard pleure quand il me voit marcher vers lui au bras de mon fils. Nous échangeons nos vœux sous l'olivier, nos voix tremblantes d'émotion mais claires et fortes. Quand il m'embrasse, les 50 invités applaudissent et je sens toute l'amertume des dernières années fondre complètement. C'est un nouveau chapitre qui commence, une page blanche sans les ombres du passé. La réception est joyeuse, remplie de musique, de danse, de bonne nourriture et de vin. Lucas filme tout avec ses équipements professionnels, créant des souvenirs que nous chérirons pour toujours. Mes petits-enfants dansent ensemble, nos familles se mélangent et s'entendent merveilleusement bien. C'est exactement ce que j'espérais, une fusion harmonieuse de nos 2 mondes. Tard dans la soirée, pendant que Bernard danse avec sa petite fille, je m'éclipse un moment sur la terrasse pour respirer l'air frais et contempler les champs de lavande argentés par la lune. Je pense brièvement à Marguerite, me demandant si elle sait ce qui se passe aujourd'hui, si elle ressent quelque chose. Puis je chasse ses pensées et retourne à la fête. Elle ne mérite pas une seule seconde de mon jour de mariage. Ce jour appartient à Bernard et moi, à notre famille, à notre avenir. Marguerite appartient au passé, et c'est là qu'elle restera. Je ne lui donnerai plus jamais le pouvoir de gâcher mes moments heureux. C'est ma vengeance finale et la plus douce, vivre pleinement et joyeusement malgré tout ce qu'elle a fait. Les semaines qui suivent le mariage sont comme un rêve éveillé. Bernard et moi partons en voyage de noces en Grèce comme prévu, visitant Santorin, Mykonos, Athènes. Nous nous promenons main dans la main dans les ruines antiques, nous regardons les couchers de soleil légendaires, nous mangeons dans des tavernes pittoresques. À notre âge, chaque moment ensemble est précieux et nous le savourons pleinement. De retour en France, nous emménageons dans notre nouvelle maison dans la Drôme. Une belle fermette du XVIIIe siècle avec des murs en pierre, des poutres apparentes, un immense jardin et même un petit verger. C'est parfait pour nous, assez grand pour accueillir toute la famille pendant les vacances mais intime et confortable pour notre vie quotidienne. Nous passons des semaines à la décorer, à la rendre vraiment nôtre. Le 2e livre sort en septembre et devient immédiatement un best-seller, dépassant même le succès du premier. Les critiques sont élogieuses, louant mon honnêteté, mon courage, ma capacité à transformer une tragédie en triomphe. Les invitations pour des interviews et des conférences affluent de toute la France et même de l'étranger.
On me propose de traduire mes livres en plusieurs langues. Ma chaîne YouTube atteint 100 000 abonnés, un chiffre qui me semble surréaliste. Des personnes du monde entier regardent mes vidéos, commentent, partagent leurs propres histoires. J'ai créé une communauté virtuelle de personnes qui se soutiennent mutuellement, qui apprennent ensemble à naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. C'est devenu bien plus qu'un simple projet, c'est une mission de vie. La Fondation ouvre officiellement ses portes en octobre. Nous avons déjà aidé 15 personnes dans leur premier mois d'opération, leur offrant l'assistance juridique et technique dont elles avaient besoin pour résoudre leurs problèmes d'usurpation d'identité. Chaque cas résolu me remplit de satisfaction, sachant que je transforme ma propre souffrance en aide concrète pour les autres. C'est la meilleure thérapie possible. L'automne arrive et avec lui une certaine mélancolie, mais pas celle que j'attendais. Ce n'est pas une tristesse liée à Marguerite ou au passé, mais plutôt une conscience aiguë du temps qui passe, de la mortalité qui approche. À 67 ans, je sais que les années qui me restent sont limitées. Mais au lieu de me déprimer, cette conscience me pousse à vivre encore plus intensément. Bernard et moi avons établi une routine agréable. Nos matinées sont consacrées à nos projets personnels. Lui écrit un roman historique qu'il mijote depuis des années. Moi je travaille sur la fondation et prépare mes vidéos YouTube. Nos après-midi sont pour le jardin, les promenades, la cuisine ensemble. Nos soirées pour la lecture, les films, les conversations profondes au coin du feu. C'est une vie simple mais profondément satisfaisante. Nous recevons régulièrement nos enfants et petits-enfants. Nos week-ends sont souvent remplis du joyeux chaos d'une famille nombreuse. La maison que nous avions imaginée comme un refuge paisible est souvent un tourbillon d'activités, exactement comme nous l'aimons. Ces visites nous rappellent pourquoi nous avons lutté pour arriver ici, pour cette vie pleine d'amour et de sens. Novembre apporte les premières gelées, et avec elle une lettre inattendue. C'est encore Marguerite, mais cette fois le ton est différent. Elle ne demande pas de pardon, elle n'essaie pas de s'excuser. Elle m'informe simplement qu'elle est gravement malade, qu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Elle me dit qu'elle ne cherche rien de moi, qu'elle voulait juste que je sache. Je lis cette lettre plusieurs fois, cherchant à comprendre ce que je ressens. De la tristesse, certainement. Malgré tout, nous avons partagé 50 ans de notre vie et on ne peut pas effacer complètement un tel lien. De la compassion aussi pour sa souffrance physique. Mais aucun désir de la revoir, aucune envie de réconciliation de dernière minute. Certaines trahisons vont trop loin. Je montre la lettre à Bernard qui me laisse décider seul de la marche à suivre. Après mûre réflexion, je lui écris une courte réponse. Je lui dis que je suis désolée d'apprendre sa maladie et que j'espère qu'elle trouvera la paix dans ces derniers mois. Je lui souhaite de l'amour et du soutien de la part de sa famille. Mais je ne propose pas de visite, je ne rouvre pas la porte à une relation.